Salut Alan, ça va? Merci d'être venu, c'est cool. Ah, ça va, t'as pas trop galéré pour non. Ça faisait longtemps que je voulais faire un sport de combat, tu vois. Et quand Sabrina m'a dit, bah ouais, le gars il a réussi, je me suis dit, mais quoi? Et en plus, j'en ai parlé à mon préparateur physique. Si t'es chaud aussi, il serait chaud. Ah ouais? Ouais. Moi, ce que je voulais carrément, c'est qu'on allait faire une vidéo à Nana Factory, tu vois. Moi, je kifferais, genre en mode training, tu vois. Si tu veux, en plus, genre là, je suis en plein comme entraînement, donc... Joker. Hugo, pourquoi t'es obligé d'étrangler tes chaussures? Comment ça, étranglé? Mais tu sens pas des pieds, ils sont étranglés? Non, elles sont bien là. Comment tu vois que c'est Comment tu vois que c'est parce qu'ils sont trop serrés, là, il faut trop plus libre. Non, mais trop tard, c'est bon, maintenant ta chaussure elle est bien habituée. Là, j'ai complexé. Non, c'est juste. Je suis venu pour ça, j'arrive pas à marcher. Bon, bah, merci beaucoup, Alan, d'avoir accepté mon invitation et d'être venu ici. Donc, avant qu'on continue sur notre conversation, bienvenue à tout le monde dans un nouvel épisode du Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force, où on vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre style de vie et à votre entraînement. En parlant d'entraînement, du coup, Alan, tu me disais que tu t'es entraîné ce matin. J'ai énormément de questions pour toi, étant combattant du UFC. Alors déjà, je vais peut-être faire des boulettes, je te préviens, moi je suis l'UFC un petit peu de loin. Tu vois, je regarde les chaînes YouTube, genre La Sueur, tout ça. J'écoute les podcasts de Joe Rogan aussi, donc du coup, il invite souvent des mecs du MMA et tout. Donc je suis, on va dire, je vais pas dire fan, mais enthousiaste des sports de combat. Donc c'est pour ça aussi que j'étais content de te recevoir, parce que j'ai plein de questions, surtout orientées entraînement et style de vie. Donc je suis ravi de t'avoir et qu'on va pouvoir en apprendre aussi un peu plus aux gens. Donc, avant ça, ma première question, c'est comment tu t'es retrouvé à tabasser des gens pour comme job, tabasser des mecs pour vivre? Eh ben en fait, c'est vraiment une coïncidence. Ouais. J'ai toujours fait du sport, donc j'ai commencé, excusez-moi d'ailleurs, bonjour et merci pour l'invitation. Mais voilà, donc moi j'ai commencé par le judo. À l'âge de 12 ans, j'étais un peu en surpoids et j'avais une cousine à moi avec qui je suis super proche qui faisait du judo et qui était en sport-études. Et elle m'a dit, bah, viens, ce serait bien pour toi, pour perdre un peu de poids, de venir tester le judo. Et donc je pars plein été, je fais mon premier stage de judo, mais vraiment corsé, tu vois. Et j'ai été piqué. Et de là, j'ai continué le judo jusqu'à l'âge de 18 ans. Après, j'ai un pote à moi qui était fan de MMA, notamment fan du Pride et qui regardait les débuts de l'UFC. Okay. Et qui m'a dit, ah, ce serait bien que tu viennes tester. Il y a une salle de MMA vers chez nous, parce que moi je suis originaire de Franche-Comté, de Besançon. Donc je rentre dans cette salle, je fais mes premiers entraînements et j'avais un peu cette difficulté, c'est que le sol du judo n'est pas forcément adapté pour le sol du MMA. D'accord. Et j'avais beaucoup aussi de difficultés au niveau du striking. C'est ce que j'allais dire. T'avais pas d'appréhension de dire là, il va falloir mettre les pieds, les mains. C'est ça, de prendre les coups. Et au final, aussi, j'ai pas forcément suivi dans le MMA, mais je connaissais et je me suis plutôt lancé dans le kick et dans le muay. Donc j'ai fait, je me suis entraîné, mais j'ai pas trop fait de compète, tu vois. C'était pas trop ça qui Donc t'as laissé le sol qui était ta prédilection pour rentrer purement dans le striking? C'est pas forcément le sol, c'est plutôt les sports de préhension. Parce que t'as 3 phases dans le MMA, t'as la phase de striking, la phase de préhension où t'as judo, lutte, et après t'as la phase qui se passe au sol, où t'as le grappling, JJB. D'accord. Et donc voilà, je fais mes premiers trainings, ça se passe bien. Et de là, j'en ai un peu marre, je lâche. Et je pars jouer avec un ancien pote du judo à moi en Fédéral 2 au rugby. Quoi? Donc je pars jouer au rugby en Fédéral 2, je fais 2 saisons. Puis après ça, avec un poteau à moi, on avait le rêve d'ouvrir une épicerie fine au Japon, parce on partait souvent à Tokyo en vacances. Black Samurai ou pas? C'est ça. Ok, d'accord. Mais vas-y, de toute façon, je vais pas te spoiler. Vas-y. Et donc de là, on part au Japon, on part 3 mois. Donc on part à l'école et en même temps faire notre business plan sur place. Et on s'aperçoit qu'au final, c'était un peu compliqué de pouvoir créer notre projet, parce que ça demandait beaucoup d'argent, ça demande d'avoir des associés japonais. Voilà, c'est super compliqué. Et j'étais de nouveau en surpoids, je faisais 140 kilos, tu vois, à cette époque-là. Même au Japon, t'arrivais... Qu'est-ce que tu mangeais au Japon? Puis je mangeais tout, moi je mange de tout, franchement. Il y a que les épinards que j'aime pas, donc tu vois, c'est quand même
Tu vois, il y a du choix. Ok. Et donc, arrivé au Japon, je rentre dans une salle, donc chez Maha Dojo, donc c'est la salle de Hayato Sakurai, donc c'est un ancien combattant du Pride. D'accord. Et direct, je rentre dans la salle, il voit mon physique, il dit, ah, tu veux pas faire des combats professionnels? J'ai dit, bah, Direct. je sais pas, ouais, vous avez pas vu mon niveau. Mais en fait, il kiffe là-bas, tu vois, les oppositions, un gars balèze contre un petit sec, ou tu vois. Et ils pensaient qu'ils allaient te latter ou... Non, non, du tout. Ok. C'est parce que, je sais pas, physiquement, il s'est dit, ouais, bah, peut-être que, tu vois, Ouais, parce que... il vaut peut-être quelque chose. Parce que c'est marrant, tu parles des oppositions gabalaises contre les mecs secs. Moi, j'ai passé un peu de temps en Asie aussi. J'étais en Thaïlande. Donc, du coup, premier truc que j'ai fait, je suis arrivé sur une île et je suis allé m'inscrire à la salle. Et dedans, il y avait des espèces de cours ou de séminaires du coup, de boxe thaï. Et donc, je me suis inscrit. Et direct, les mecs, ils m'ont vu arriver. Ils ont dit, toi, tu passes ta vie à la muscu. Vas-y, on va te mettre contre un poids léger, tu vois. Et on va te montrer c'est comment. Parce qu'ils pensaient que les mecs qui sont un peu balèzes et tout, ils venaient un peu pour se dire, ouais, c'est bon, je suis balèze, je vais pouvoir mettre des coups et tout. Et je disais, non, non, les mecs, moi, je viens pour apprendre et tout. Laissez-moi tranquille, tu vois. Donc tu t'es défilé entre Non, non, je l'ai fait, mais je leur ai dit, je suis pas le mec qui pense parce qu'il est balèze, tu Ouais. vois, qui va tamer tout le monde. Et là, c'est là que tu te rends compte surtout que le physique, quand tu fais de la musculation, t'as l'air d'un athlète, mais t'es pas du tout un athlète. Genre, le cardio est tellement à la ramasse, tu vois, que je trouve que c'est pas du tout un sport qui est optimisé pour l'effort, entre guillemets. Tu vois ce que Voilà, je veux bah, dire il est pas optimisé pour le MMA, Mm. mais ça veut pas dire que t'es pas un athlète, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est juste que les dispositions que tu peux avoir, ben, soulever des charges lourdes ou et ben dans le MMA, elles vont pas forcément te servir C'est clair. pour Mais certaines ce que choses. je voulais tu dire vois. par là, c'est que quand je dis athlète, c'est que tu mets des mecs tout nus, entre guillemets. Tu regardes le physique d'un mec qui va régulièrement à la muscu et tu regardes le physique d'un, je sais pas, tu vois, un Ruiz par exemple, tu dis, ok, lequel est un athlète sans savoir qui fait de sport de quoi. Les gens ils vont dire peut-être parce que lui il a des abdos, il a un peu plus de biceps, c'est peut-être lui l'athlète, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Mais parce en que effet, là, c'est que en fait, t'as le- d'un point de vue Voilà, physique. Mais t'as le corps de ton sport, c'est toujours ça aussi. C'est ça. T'as le corps de ton sport. Et donc, pour continuer mon histoire, donc voilà, je fais mon premier entraînement et tout se passe bien. Et ils me disent, ouais, donc moi je leur dis, ouais, bah pourquoi pas. Donc ils me disent, bon, bah, tu t'entraînes 3 mois, parce que j'étais parti 3 mois sans visa. Et donc je m'entraîne 3 mois, ça se passe super bien. Je rentre chez moi et je reçois un coup de fil d'un gars de la salle qui me dit, ah, c'est bon, t'as trouvé un combat, on te paye le billet d'avion, tu reviens dans 2 semaines. Ah ouais, d'accord. 2 semaines après, je pars. Je m'entraîne vite fait chez mon poteau qui était fan de MMA. On s'entraîne dans son garage parce que Dans son il avait garage. il avait des sacs de frappe, tout. Donc on s'entraîne un peu Ok. et tac, je pars au charbon, je fais mon combat, je gagne victoire par KO premier round. Ok. Et de là, ils me disent bon ben, t'as vraiment du potentiel. Ce serait bien que tu reviennes habiter au Japon. On va t'aider, trouver un petit travail, trouver un appartement. Et on va démarrer ta carrière. Putain. Et de là, donc, je rentre en France. Je pars charbonner comme un ouf, je mets de l'argent de côté. Et je fais un working holiday, un visa working holiday. Et je pars au Japon. Et là, ça commence. Donc, au début, c'était un peu compliqué parce que je parlais pas super bien anglais. Je parlais pas du tout japonais. et eux, vu que au Japon, tout le monde ne parle pas aussi anglais, tu vois. Ouais, c'est ça le truc. Donc au début, je me sentais un peu seul, c'était un peu complexe parce que je voulais pas trop partager de moments avec des Français ou avec des étrangers. J'étais vraiment tout le temps que avec des Japonais. Ouais. Et au final, après, au bout de 3 mois, j'ai trouvé un taf où je bossais dans la sécurité en boîte de nuit, tu vois, à Roppongi. Pour les gens qui connaissent un peu Tokyo. Et après, les entraînements, les combats. Et puis, donc, je suis arrivé à 6-0. Et entre-temps, j'ai eu 2 garçons. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, avec le MMA, je me suis endetté. Faut le dire, tu vois. Je me suis endetté. Donc, j'ai dit, bon, on arrête les conneries. Maintenant, t'as 2 gosses. Faut rentrer à la baraque. Mais alors, attends, du coup, parce que toi, déjà, est-ce que t'as quand même tout quitté? Est-ce que c'était un objectif de vivre des sports de combat ou c'est juste t'as suivi des opportunités et tout? Parce que toi, t'étais quand même de base parti pour faire une épicerie fine, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai suivi une opportunité. Ouais. Et en même temps, tu vois, j'avais mes potos fans de MMA, tous les gens qui me disaient, vas-y, on croit en toi aussi, tu peux le faire.
On te l'a toujours dit, Donc, tu t'es dit, pourquoi vas-y, pas, lance-toi. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et au final, bah, avec mon ex-compagne, on s'est dit, bon, bah vas-y, on fait le sacrifice, mais on fait en sorte que tout se passe pour le mieux. Et donc, je suis parti m'entraîner. Et donc, du coup, malgré qu'ils t'aient dit qu'ils allaient t'aider à trouver un appart, que tu allais faire des combats pro et tout, ça payait pas assez pour que c'est ça, en fait. C'est que j'ai pas bossé tout de suite. Donc, entre le logement sur Tokyo, la bouffe, parce qu'en fait, tu te fais pas trop à manger. Parce que les logements, ils sont vachement petits, tu vois. Et au final, de manger dehors, c'est limite kiff-kiff que de cuisiner. Mais quand t'es un athlète, tu manges 4 fois par jour. T'étais déjà en poids lourd à l'époque? Ouais, je faisais 140 kilos, tu vois. Je bossais de nuit, voilà, je mangeais, quoi. Et au final, j'avais, je crois, 12 000 balles de côté. Et je crois, au bout de 3 mois, j'avais pas bouffé les 12 000 balles, tu vois. Mais j'en avais bien bouffé 5-6, tu vois. Entre les frais pour le logement, parce que tu dois payer des mois d'avance, parce que t'es un étranger, tu payes des mois d'avance, tu manges. Et au final, c'était vraiment complexe. Après, heureusement que j'ai eu le petit job, mais pareil, le petit job, c'est ce qu'on appelle le baito, c'est comme si tu étais en intérim ici. Donc moi, je leur disais, j'aimerais bien que vous m'embauchiez, tu vois. Et comme tu parlais pas japonais, ils disaient non, on peut pas t'embaucher et tout. Non, et même dans le monde de la nuit, c'est que du baito. Il y a très peu de gens qui sont embauchés, mis à part le chef de la sécu. Et puis, mais voilà. Après, j'ai quand même forcé. Et puis, tu vois, mes premiers combats, je crois que mon premier combat, j'ai dû gagner 100 balles. Ma première ceinture mondiale, j'ai dû gagner 300 balles. Donc, non, les gens, c'est pour ça, moi, il y a beaucoup de gens qui viennent au MMA Factory et qui me disent, ouais, j'ai vraiment envie de devenir un combattant en MMA, d'aller à l'UFC et tout. Mais le chemin, il est tellement dur, mon gars, que franchement, voilà, il y a tellement de participants et peu d'élus que... je dirais pas que c'est une chance pour moi d'être à l'UFC, c'est une chance quand même, parce que je me dis, il y a très peu de gens qui l'ont fait, mais c'est tellement dur qu'au final, je suis content, tu vois, d'avoir ce statut. Après, voilà, le sport, il est difficile et il n'y a pas de cadeau, quoi. C'est clair. Alors du coup, ça se passe mal au Japon, enfin pas assez bien en tout cas. Tu rentres en France et comment t'es arrivé à l'UFC du coup? Donc je rentre en France, je suis à 6-0. Et donc en France, je repars bosser dans la livraison. Je bosse pour GLS, je crois, en ce temps-là. Et ça se passe en fait. Donc voilà, je bosse tranquillement. Je ramène de quoi nourrir mon foyer. Et j'ai un manager brésilien qui me contacte, qui voit mon profil. Donc j'étais à 6-0 sur Sherdog. C'est une base de données où tu as tous les combattants professionnels qui sont répertoriés. Et il me dit, j'ai une bonne opportunité pour toi, à une ceinture mondiale à l'UFC en Afrique du Sud. Donc c'est une organisation, je dirais pas majeure, mais c'est une organisation moyenne et c'est un bon tremplin pour pouvoir aller à l'UFC ou au Bellator ou au ONE FC dans des grosses organisations. D'accord. Et donc je me dis, pourquoi pas, ça peut être cool. Et de là, moi je suis dans l'Est de la France. Pas de salle. Ce que j'allais dire, tu continues à t'entraîner malgré tout? Non, même pas. Tout. Non, genre t'avais vraiment mis le MMA de côté. Ouais, j'ai tout mis de côté. Après, ça restait quand même dans une partie de ma tête, parce que je me disais, putain, je suis revenu en France, mais putain, je suis dans un job qui est pas forcément épanouissant. Et puis, tu vois, je suis à 6-0, tu vois, donc je sais que je peux faire quelque chose, mais en même temps, j'ai mes enfants et j'ai mon ex-compagne qui sont là et qui ont besoin de moi, tu vois. Donc de là, je reparle, je rediscute avec mon ex et je lui dis, qu'est-ce que je fais? Elle me dit, vas-y, profite, c'est une nouvelle opportunité, donc fonce. Donc de là, moi, j'avais rencontré des gars de la MMA Factory à Tokyo qui étaient venus faire une compète. Et moi, j'avais un de mes gars qui combattait sur ce même événement et je suis parti leur donner de la force, tout. Donc ils m'ont dit, quand tu reviens en France, tu veux venir t'entraîner sur Paname, tu viens chez nous directement.
Donc de là, je les contacte, je leur dis ouais, vas-y, j'ai un combat, il faut que je me prépare. Donc de Besançon, boum, je monte sur Paname pour faire ma prépa. Je crois que j'ai fait une prépa d'1 mois et demi. Donc Fernand Lopez qui m'a accompagné. Je pars en Afrique du Sud. Et de là, Fernand, il avait déjà contacté l'UFC en disant ben, regardez bien, Alan. Est-ce que tu savais ça? Ouais, il me l'a dit. Il m'a dit, genre, si tu gagnes ce combat, tu peux avoir ton ticket pour l'UFC. Est-ce que quand il t'a dit ça, tu pensais à quoi? Est-ce que ça t'a mis la pression? Non, enfin, comme ça, je dirais non, ça m'a pas mis la pression, mais je pense que intérieurement et inconsciemment, ça te met la pression quand même. Enfin, si on me dit, là, t'as un combat de ton rêve, ben, c'est dur, tu vois. Est-ce que c'est vraiment ton rêve? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que juste t'as suivi l'opportunité, le chemin logique c'était d'aller à l'UFC si tu voulais maximiser ton potentiel, ou est-ce que vraiment c'était ton rêve, tu te levais le matin, tu te disais je veux aller à l'UFC, tu vois? Non, je me levais pas le matin en me disant que je vais aller à l'UFC, mais je me disais que ça peut être quelque chose, et ça peut devenir un rêve, si tu préfères. Et donc je fais ce combat-là, je perds premier round, je crois que ça dure 30 secondes. Je commence, j'enchaîne. Mon adversaire, il recule, il ferme les yeux, il envoie un overhand. Boum, je le prends en plein menton. Électrocuté. Merci, au revoir. Ah merde. Et après, ça arrive. Hein. Et donc, de là, mon entraîneur qui me dit t'inquiète pas, ça va aller, on va refaire des combats. Tout n'est pas encore perdu. Donc, je refais, je crois, encore un autre combat au Japon. Que je gagne. Et après, je pars combattre au Canada, au TKO. Et grosse préparation, là j'étais redescendu en moins de 93 kilos. Parce qu'entre-temps, j'ai changé de catégorie. Donc je suis descendu en moins de 93 kilos. Je m'entraînais, c'était dans les débuts où je m'entraînais avec Cyril. D'accord. Donc grosse prépa. Cyril Gann, pour les gens qui... Et donc au final, je perds ce combat, mais il s'avère que mon adversaire était dopé. Donc ça t'a fait un win. Voilà, ça m'a fait un win. Et après ça, j'ai continué à m'entraîner, mais sans forcément combattre tout de suite. Et c'est en accompagnant Cyril sur un de ses combats à l'UFC. Donc c'était pendant le Covid, là, en 2019. On part à Abu Dhabi pour la Fight Iceland parce que il y avait la bulle, ouais. Voilà, l'UFC avait mis tout un protocole en place pour pouvoir continuer les événements. Et arrivé à l'aéroport, il y a Lopez qui m'appelle, qui me dit bon bah vas-y fiston, t'es à l'UFC. Donc tu vois, chaud de joie en plein Charles de Gaulle. Putain. Et je me dis ouais, c'est un truc de ouf. Et c'est parce que en fait il y avait un gars qui avait attrapé le Covid. Et pour sauver l'événement, c'est en short notice. Voilà, il fallait que je combatte pour remplacer quelqu'un. Et c'était donc mon premier combat contre Thomas Spinal. Mais genre, ça devait faire 6 mois que je ne m'étais pas entraîné. J'ai revenu, tu vois, Covid, quoi. Ça a kill tout le monde. Ouais, de ouf. D'accord. Donc, voilà. Ah ouais, d'accord. Putain, incroyable. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu t'entraînes au MMA Factory, c'est devenu ton crew. Voilà, donc là, ouais, je m'entraîne, ça fait bientôt 5 ans que je m'entraîne au MMA Factory, que je donne aussi des cours, parce que je suis coach, j'ai un BPGEPS des sports pugilistiques, exactement. Je connaissais même pas. Donc voilà, je donne les cours de MMA aux amateurs, et j'accompagne aussi des combattants professionnels, donc que je prends, dans lequel je fais toute une analyse technique de l'adversaire. Et après, je mets en place une stratégie avec l'athlète, et après on se prépare et on met tout en œuvre pour aller au combat. Ouais. J'aimerais qu'on revienne sur la prépa physique parce que c'est un des gros points que je voulais aborder avec toi. Mais avant, qu'est-ce que ça t'a fait de la première fois que tu es monté dans l'octogone à Abu Dhabi? Qu'est-ce que ça m'a fait? Voilà. Un peu déjà, il n'y avait pas de public. Après, moi, j'avais jamais encore combattu non plus avec des publics qui dépassaient les 5000 personnes. Donc ça, je ne l'ai pas encore fait non plus. Parce que là, je combats à l'Apex, mais pareil, à l'Apex, c'est sans public, ou du moins très peu. Okay. Mais ouais, non, c'est bizarre. T'entends tous les chocs, t'entends tout, et c'est vraiment bizarre. Et en même temps, j'ai fait ce combat-là,
on savait que j'étais pas prêt, parce que j'avais aucune préparation. Mm. Mais en même temps, on était content et je me suis dit, bon, bah, on y va. Si je gagne, je gagne. Si ça perd, ça perd. Tu vois, j'y suis vraiment allé en posant, excusez-moi du terme, mais en posant mes couilles Sur la table, ouais. sur la table. Et puis voilà. Bon, après, ça l'a pas fait, mais au moins, ça m'a permis d'avoir mon ticket d'entrée à l'UFC. Ouais, c'est clair. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui auraient. Enfin, douté. Tu sais que le mec, il a fait un putain de training camp, il est arrivé, il est prêt. Et toi, Enfin, t'étais dans l'avion, t'étais pas parti juste pour supporter ton pote, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, quand tu sais que. Enfin. Après, je pense que j'aurais été en mode, je suis un débutant, j'aurais fait 1 ou 2 combats de MMA, ben, on m'y aurait pas non plus envoyé, tu vois. Là, Lopez, il m'a dit, vas-y, on y va parce qu'on sait que t'as les capacités. Et en plus, c'est que juste avant de partir, Lopez, il m'avait dit, Alan, fais quand même tout ton médical, tout. On sait jamais, avec le Covid, en ce moment, il y a beaucoup de trucs. Et franchement, là-dessus, tu as l'expérience. Il a eu une vision de ouf en me disant, bon, viens, tu viens, mais prépare-toi quand même à combattre. Voilà, on sait jamais. Et puis, au final, ben, boum, c'est tombé en plein dedans, tu vois. Quel rôle joue l'entourage dans une carrière de fighter? Est-ce que tu penses qu'un mec peut réussir par lui-même, genre? Par lui-même, non. En fait, le MMA, c'est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, quand tu es dans le cadre, en fait, en France, dans le cadre associatif, où tu as envie d'aller à la salle faire ton sport tout seul, mais c'est un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de monde et tu es obligé de sociabiliser. Et ben là, c'est un peu la même chose, sauf que vu qu'on est pro, donc c'est encore à plus haut level. Mais non, je suis obligé. J'ai un préparateur physique, j'ai un préparateur mental, j'ai mon coach de boxe, j'ai mon coach de lutte, j'ai le nutritionniste. En fait, tout seul, tu peux pas. Et en fait, tout seul, j'ai pas toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir arriver à être le sportif. Je dirais pas parfait parce qu'il n'y a pas de perfection. Maximiser ton potentiel. Mais voilà, pour maximiser mon potentiel, c'est compliqué. Donc, il faut que je sois entouré d'une bonne équipe pour faire ça. Donc, tu as tout ça au MMA Factory. À quoi ça ressemble une semaine typique d'entraînement quand tu es en training camp, comme en ce moment, par exemple? Semaine typique d'entraînement, ça dépend. Alors, quand tu es en entraînement, genre, tu sais que tu n'as pas encore de date de combat, tu peux t'entraîner 1 fois par jour, donc à 5 fois par semaine, 5 jours semaine. Du lundi au vendredi ou... Ouais, du lundi au vendredi ou du lundi au samedi. Tout dépend comment tu bosses. Et autrement, la plupart des camps que j'ai fait, quand je suis en camp et que je sais que j'ai une date, comme là, je suis en camp d'entraînement, parce que je combats le 25 juin à Vegas, à l'Apex. Donc là, j'ai démarré mon camp semaine dernière. Bon, pas eu de chance, je démarre mon camp lundi. Je prends un coup de tête, 8 points. Bon, j'ai enlevé les points ce matin, donc ça se voit pas trop. Mais réellement, ma semaine type, par exemple, de la semaine dernière, je me suis entraîné 6 fois dans la semaine et 6 fois, j'ai fait de la prépa physique, tu vois, tous les jours. Donc, parce que mon préparateur physique me donne un programme. Et il est avec moi à chaque séance. Ouais, là, pour l'instant, j'ai fait, semaine dernière, j'ai fait un entraînement. Et là, je vais passer, je pense encore cette semaine, il y a des jours où je vais faire un entraînement et des jours où je vais en faire 2. Et à partir de la semaine prochaine, on monte à 2 entraînements. Donc, quand tu es vraiment à fond et t'as pas de bobo, t'as rien, moi, en général, je me prépare, je fais un jour max, donc avec vraiment un gros training. Et ensuite, un deuxième training un peu plus technique où tu revois des choses techniquement, que ce soit en boxe, que ce soit au sol ou quoi que ce soit. Un deuxième jour où tu te décharges un tout petit peu, où tu vas faire un gros training, seulement un seul gros training. Le troisième jour, donc le mercredi, tu vas redécharger. Petit training, seulement un petit training technique, tu vois, donc par exemple typique patte d'ours ou quoi que ce soit pour faire des ajustages. Et après, le jeudi, boum, on recharge. Le vendredi, on redécharge. Le samedi, petite décharge. Dimanche, repos. Ok. Et un entraînement de muscu, typiquement, tu fais quoi comme exercice, comme mouvement?
Alors, là, je suis sur un cycle de force. Let's go. Je suis sur un cycle de force, donc je fais du développé couché, donc échauffement, bien entendu. Je fais, au niveau des jambes, moi, j'ai déjà fait un cycle de force avant. Où, Skip le leg day, c'est ça que tu es en train de nous dire, Alain? Non, où Skip le squat. où j'avais fait les jambes. J'avais fait les jambes, mais là, par rapport... En fait, c'est ça. C'est que suivant ton adversaire, eh ben, par exemple, tu vas peut-être avoir besoin plus de force au niveau des jambes ou peut-être plus de force au niveau... Parce que si tu as un gars qui vient lutter avec toi, bah, tu vas avoir besoin de développer plutôt ta force au niveau des bras, des membres supérieurs, ou suivant si tu as un gars qui est rapide et toi il faut que tu développes ton cardio, bah, tu vas devoir développer ton cardio. Donc j'allais dire, c'est pas forcément malin d'aller max out au squat par exemple. C'est ça. Tu sais qu'après de toute façon tu dois aller courir, tu dois faire ton grappling après et tout, tu vas être mort. Voilà, tout dépend en fait de ton adversaire, et en fait par rapport à ton adversaire, et ben on module en fait ton cycle, tu vois. Donc là moi je finis mon cycle de force où donc je fais développer couché en force, rowing, et après à côté de ça je fais beaucoup de sacs où je travaille l'endurance de force, où je travaille le cardio pour pouvoir donner, je sais plus c'est quoi exactement le terme, désolé, pour pouvoir donner des combos et sentir en fait que je peux pendant 4 rounds ou 5 rounds, ben, je peux enchaîner et que j'ai pas les bras lourds, tu vois. Donc c'est au niveau du lactique surtout. Parce que voilà, après moi au niveau des jambes, j'ai pas forcément un gros besoin au niveau de puissance au niveau des jambes, parce que je suis un combattant mobile, tu vois. Et le fait d'avoir des grosses beuges et de bien être ancré, et ben c'est pas du tout mon style, tu vois. Tu vas prendre un poids lourd qui est un peu plus statique comme Derek Lewis par exemple, et ben lui ouais il peut vraiment avoir un bon programme force au niveau des jambes, parce qu'il est statique et il a besoin de beaucoup d'ancrage, tu vois. Mais moi c'est pas du tout ma vision ma vision stratégique, et c'est pas du tout ce dont j'ai besoin par rapport à mon style de combat. D'accord. Donc du coup ce serait quoi peut-être des exercices je dirais que tu peux recommander à tous les pratiquants de sport de combat qui nous écouteraient, qui passeraient par là, sans salle de muscu, si tu vois ils n'ont pas la chance d'être entraînés dans des grosses institutions comme le MMA Factory où tu as plein de trucs, si eux ils peuvent juste aller à Fitness Park 3-4 fois dans la semaine, qu'est-ce que tu penses comme mouvement ils devraient faire en priorité? Ce qui est bien après, moi je trouve pour le cardio, et ça travaille vraiment de tout, c'est vraiment le fractionné au sac. Fractionné au sac, après c'est compliqué parce qu'il y en a qui vont dire ouais, j'ai jamais fait de boxe, je sais pas frapper au sac, mais juste de faire un fractionné au sac, donc de faire du 5-15 par exemple, donc je sais pas, pour un débutant je fais un round de 3 minutes et je fais 5 secondes je frappe fort, 5 secondes je me déplace, je bouge la tête, je frappe, mais que des mouvements rapides sans force, et après 5 secondes je bombarde le sac. Et ça pendant 3 minutes, et on essaye de faire la première fois 3 rounds, puis après 4 rounds et 5 rounds si on peut. Et autrement, après moi j'avais, parce que j'avais réellement jamais trop fait de musculation, et quand mon préparateur physique il m'a pris en main, il m'a fait faire une grosse période de force en triphasique. D'accord, c'est quoi triphasique? Donc on avait fait 3 semaines de force où on faisait du concentrique pendant 3 semaines. Après 3 semaines où on faisait les mêmes mouvements, mais on faisait de l'excentrique. Et après 3 semaines où on faisait du normal. Et quand tu dis on faisait du concentrique, c'est quoi? C'est du concentrique. Donc concentrique, voilà, tu fais du tempo 3 secondes, boum, tu retiens, tac, tu pousses. 3 secondes, tu retiens la descente, tu pousses. Et après, la semaine d'après, où tu fais de l'excentrique, où tu relâches, et 3 secondes, tac, tu montes en 3 secondes, d'accord. Et après, les 3 semaines d'après, où tu fais du plein. Et l'idée de découper en 3 phases, tu sais en quoi c'est censé être? Je sais pas du tout. En fait, réellement, là où
je vais pas pouvoir beaucoup aider les gens, c'est que, comme je disais, tu vois, j'ai pas toutes ces connaissances-là. Toi, t'as la mentalité du soldat. Voilà. On te donne En fait, un plan, mon préparateur, t'exécutes le plan. moi, mon préparateur physique, il est là avec moi. Il me prend sur chaque séance. Il met les poids. Il me dit, Alan, tu pousses, tu fais. Je te dis stop, tu stops. Je te dis continue, tu continues. Puis c'est tout. Voilà, c'est comme tu as dit, je fais le soldat. En même temps, t'as pas besoin je fais le col bleu, tu vois. T'as pas besoin de te... Enfin, le plus t'es focus sur un minimum de trucs et le plus les gens peuvent s'occuper de trucs autour de toi, le mieux t'es, j'imagine, en tant que... Bah, c'est ça. Et tu vois, par exemple, l'UFC, c'est vraiment une particularité qu'ils ont par rapport à d'autres événements qui ont moins de moyens. C'est que, en fait, t'arrives et tout est timé. T'as rien à faire, en fait. T'es juste là pour performer. Tu performes, tu rentres chez toi. Et c'est ça, en fait, qui est beau vraiment dans le haut niveau. Et je pense que, après je prends l'exemple de l'UFC, mais tu fais du judo, c'est pareil, tu vas aux Jeux Olympiques, tout est vraiment timé, on te dit c'est 17h, tu dois être là, c'est pesé, c'est 18h, c'est repas, 19h, medical check, tac, t'arrives, boum, ton gars il te prend, bam bam, il te fait ce que t'as à faire, tu t'en vas, tu te reposes, t'as pas à réfléchir, tu vois. C'est ça la différence, le monde pro et le monde amateur, parce qu'on connaît les pesées, oui, arriver à 30 minutes avant, au final t'es pas pesé au bout d'une heure et demie, nanani, les temps de passage, même nous en force athlétique, c'est ça. Franchement, des fois tu restes la journée, quoi. Et mais voilà. T'as des mecs qui m'envoient des messages qui me disent ouais, mais comment je vais faire, j'ai peur d'être fatigué et tout. Je dis mais non, en fait t'as tellement de temps de repos, tu vas juste avoir du mal à rester concentré, en fait, tellement le truc c'est long entre les passages. Et, c'est ça le plus dur, en fait. Et donc ces phases d'attente, c'est des phases d'attente où il y a potentiellement du stress, voilà, tu doutes, de la remise en question, donc du doute. Et pour quelqu'un qui a pas fait forcément peut-être de la préparation mentale, de la compétition, ou de la compétition, il se dit putain, mais c'est bizarre, ils sont en retard et tu vois, il commence à se liquéfier, il se dit mais est-ce que je suis prêt, est-ce que c'est pas le moment où je tourne les talons et je rentre à la maison parce que je suis pas prêt. Et elle est là juste la différence, mais réellement c'est pareil. Après, si tu as été à la salle et que tu t'es entraîné et que tu y crois, pourquoi tu n'y arriverais pas, tu vois. C'est clair. Et donc du coup, tu as dit que tu avais un préparateur mental. Quel rôle il joue dans ta préparation? Est-ce qu'il intervient vraiment le jour du combat? Est-ce que vous avez des séances quotidiennes? Est-ce que c'est vraiment quand tu es dans ton training camp? Alors, on a des séances semestrielles, donc à la semaine. Non, semestriel, c'est au semestre du coup. Hebdomadaire. T'inquiète. Donc, on a des séances hebdomadaires. Donc, une séance. Après, ça, c'est suivant les besoins de l'athlète, tu vois. D'accord. Donc, moi, je sais que... Mais est-ce que c'est toi qui dis ou est-ce que c'est lui qui décide? Non, c'est toi. C'est un peu comme un espèce de psy, tu vois. Mais je me dirais, il y a des mecs, surtout dans ces genres de sport où il y a beaucoup d'ego, tu pourrais te dire, j'ai pas besoin d'aller le voir cette semaine, vas-y, je skip. Mais c'est ton droit en même temps. Ouais, mais est-ce que tu crois pas si que tu te dis par exemple je te ramène ton repas et tu te dis là j'ai pas envie de prendre mes vitamines ou j'ai pas envie de prendre ma portion de protéines, tu la prends pas et t'esquives, mais après ça, c'est ton problème. C'est ta responsabilité. Voilà, c'est ta responsabilité. Donc lui il dit pas. Oui, mais il pourrait dire j'estime que t'as besoin. Tu vois, un psy il va dire j'estime que t'as besoin de me voir toutes les semaines. Non. Tu vois, lui il te dirait. Il te dit tu viens quand tu veux. Il te dit pas, il te dit tu viens quand tu veux, quand t'en as besoin, tu vois. Okay. Et donc au début, ça s'est passé comment? Parce que la prépa mentale, faut pas croire que c'est un truc où t'arrives, tu parles avec ton gars, il te donne des ancrages, il t'explique un peu comment tu es, qu'est-ce que tu aimerais être, et tout ce cheminement à faire. Mais c'est pas un truc, c'est pas du vaudou, je te fais un gris-gris et ça marche tout de suite, tu vois. C'est vraiment un truc... De long terme. Sur du long terme. Donc raison de plus de vraiment commencer tôt et d'y aller souvent. Et ça se trouve, tu vois, tout ce que j'ai fait. Après, il y a des trucs où ça m'a été bénéfique tout de suite parce que je commence à me mettre une certaine rigueur et à faire réellement ce qu'il me dit et à comprendre aussi ce qu'il me dit. Mais il y a des trucs... peut-être ce sera après ma carrière que ça va me servir, tu vois. Ça va me servir peut-être dans ma vie d'entrepreneur, ça va me servir au-delà de ma carrière sportive, tu vois. Donc tu as vraiment le début, donc tu arrives, voilà, tu lui expliques un peu tes problématiques, je sais pas, j'arrive en combat, j'ai peur ou je stresse. Il va t'expliquer que en fait c'est normal et que tout le monde est comme ça. Donc après il va te donner certains tips
pour pouvoir effacer un peu ce stress et penser à autre chose, penser à des choses positives et de dire tout simplement, voilà, le mec qui est en face de moi, il a été comme moi, il est né, il a porté des couches, tu vois, voilà, on est tous des hommes. Après, le seul truc, en fait, réellement, où on peut douter, c'est de se dire, putain, je me suis pas bien entraîné, en fait. J'ai pas fait les efforts. J'ai pas fait les efforts. Ça, c'est le genre de truc. Une fois que t'es confronté, t'es au pied du mur, tu peux pas te mentir à toi-même. Tu le sais. Je pense qu'avant de rentrer je suis jamais rentré dans un ring pour me battre, mais je pense qu'à ce moment-là, t'es obligé d'être honnête envers toi-même et tu sais si t'as fait les efforts ou pas, non? Ouais, mais de toute façon, ça c'est. Et après, il y a des fois où même si t'as donné, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup perdu ces derniers temps, tu vois. Mais malgré mes défaites, j'évolue, tu vois. Parce que je me sens meilleur de jour en jour. Et après, il y a des fois, le mec en face de toi, il est simplement meilleur que toi le jour J, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, la défaite, quand on dit, on apprend dans la défaite, les gens, ils disent, ouais, mais je comprends pas pourquoi tu me dis on apprend dans la défaite. Non, ça veut dire que tu peux avoir perdu, mais t'as fait un beau combat. Et comme on dit, il faut être deux pour faire un beau combat, tu vois. Donc si après, ça a été en sens unique, boum, le gars... pendant 15 minutes, il a dansé avec toi, c'était une balade de santé pour lui. Là, ça veut dire que tu t'es pas assez bien préparé, ou ça veut dire que le gars, il était vraiment trop fort. Mais en général, à l'UFC, ça arrive pas, tu vois. En général, à l'UFC, le matchmaker, il fait les combats. Les combats, ils sont équilibrés, tu vois. Donc, c'est soit tu t'es pas bien préparé, ou soit le mec, le jour J a été plus fort que toi, tu vois. Et c'est ça, surtout dans la catégorie des poids lourds, tu vois, où en fait, une patate peut jouer à un moment. Peut faire qu'aujourd'hui, tu perds. Alors que ça se trouve, demain, tu la prends pas, cette pêche, et c'est toi qui lui mets, et tu gagnes, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a aussi le succès. Tu vois, je sais pas si tu comprends quand je te dis le succès. Tu vois, le succès, je trouve, c'est quelque chose d'important dans une carrière sportive, tu vois. Parce que je pense que, après, je vais prendre un autre sport. Dans le foot, t'as des footballeurs qui sont énormes, tu vois. Les Ronaldo, les Messi. Mais je pense qu'il y a des joueurs dans le monde qui sont aussi forts qu'eux. Mais sauf que ces gens-là, ils n'ont pas forcément eu le succès, donc d'être au bon endroit au bon moment. Je sais pas, peut-être jeunes, ils ont loupé une détection parce qu'ils étaient malades ou ils se sentaient pas bien ou ils étaient fébriles ce jour-là. Mais ça se trouve, on leur aurait donné une deuxième chance, peut-être une semaine après. Et le mec, il l'aurait saisi, il serait passé, et puis ainsi de suite. Et puis... Il y a forcément une part de chance dans toutes ces grandes success stories. Le truc, c'est que les gens ont tendance à se rappeler que des... En fait, quand tu regardes la rétrospective après, tout fait sens. Ah oui, j'étais à ce moment-là parce que si, parce que ça, mais tu te rappelles pas qu'à l'époque, tu avais peut-être des moments de doute où tu n'étais pas sûr de toi. Et le truc, c'est qu'on se souvient surtout des success stories et on oublie, pour les 1 qui ont réussi, les 99 autres qui ont fait exactement la même chose et pour qui ça n'a pas marché. C'est ça. Donc forcément, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé plus dur que les autres ou quoi, mais il y a forcément effectivement le travail et être au bon endroit au bon moment et avoir de la chance, quoi. C'est vrai que ça fait partie des 3 facteurs... pour des succès tels que les mecs que tu viens de citer, oui, c'est clair. Voilà. Des mecs qui sont vraiment hors normes. Mais tout ça pour dire, voilà, pour les gens qui veulent se mettre au sport, en fait, je pense qu'il y a différentes manières d'aller au sport. Il y a la manière où tu n'as pas le choix en termes médicaux. Je sais pas, on t'oblige. T'es en obésité, t'es en surpoids morbide, on te dit, mec, t'as pas le choix, faut que t'ailles faire du sport. T'as le choix où t'es quelqu'un d'introverti, tu restes chez toi, t'as pas trop de contact avec le monde extérieur, mis à part aller au boulot. Va au sport, peut-être que ça va te faire du bien, tu vas rencontrer des gens. C'est clair. Donc ça, c'est important. Et après, il y a le côté où si tu crois en toi et tu penses que le sport, c'est une manière de t'en sortir dans la vie, vas-y, fonce. Mais dans tous les cas, que tu le fasses en termes de pro, c'est difficile pour tout le monde. Et il faut s'accrocher, en fait. Et il faut attendre. En fait, il faut pas se dire « Ouais, c'est difficile, je stoppe ». Non, en fait, c'est difficile,
Mais après la difficulté, en fait, on sent qu'on est piqué, on sent les résultats qui arrivent, et c'est là où il faut continuer et pas lâcher avant c'est ça qui fait la différence entre les champions et ceux qui... Ouais, mais même sans aller au-delà du niveau du champion. Pour, je sais pas, le mec qui fait du sport pour lui en mode lambda, juste pour esthétiquement, pour être bien, pour avoir une bonne hygiène de vie, eh ben, on peut vite craquer, mais non, faut y aller, faut forcer, faut continuer. Enfin, forcer après, bien entendu, pas bêtement, parce que il faut pas se blesser non plus. Il y a un truc aussi qui fait la différence par rapport au foot, par exemple, avec les sports de combat et même avec la force athlétique, c'est que c'est des sports hyper ingrats dans le sens où tu vas te préparer toute l'année pour une échéance. Et il faut performer à ce moment-là, tu vois. Alors qu'un footballeur ou un basketteur, par exemple, eux, ils ont toute l'année pour performer, tu vois. Et ouais, c'est ça je le dis souvent. Je le dis souvent, c'est que voilà, nous, on n'a pas cette chance-là. Moi, je combats peut-être 2 à 3 fois dans l'année. Et en fait, c'est ces jours-là où je dois être prêt. Mais même si je suis prêt, en fait, je peux perdre, tu vois. Mais au final, par rapport à un footballeur qui joue tous les dimanches, il peut prendre une rouste cette semaine et la semaine prochaine faire un match d'anthologie, et puis la semaine d'après encore, et la semaine d'après perdre, tu vois. Et ça n'empêche pas que c'est un bon sportif, tu vois. Et c'est vraiment ça qui est dur dans les sports entre guillemets dits individuels ou à grande échéance de préparation. Après, l'avantage, je sais plus où j'avais entendu ça, qui disait que pour le coup, pour ce genre de sport, c'est que t'as un événement, mais pendant cet événement, t'as tous les yeux qui sont braqués sur toi, tu vois. Et que si tu gagnes ce moment-là, t'es la star, entre guillemets, pendant au moins les 24 heures, tu sais que t'es le champion, t'es celui qui a gagné, tu vois. Alors peut-être qu'un footballeur, peut-être que ce dimanche, tu vas regarder le match, mais peut-être que le dimanche, tu vas pas regarder, tu vois. Alors que quand il y a des gros événements comme ça, moi, je trouve, là, t'as forcément plus de pression, mais par contre, tu sais que là, t'as tous les yeux braqués sur toi, tu vois. T'as plein de mecs qui vont te dire, je sais pas si tu connais cette citation qui dit « La pression est un privilège », tu vois. Et moi, je suis un petit peu comme ça aussi, où j'ai besoin d'être dans ces circonstances-là pour après me révéler et peut-être me surpasser et faire des choses dans lesquelles je n'étais pas forcément capable. Je pensais pas de prime abord que j'aurais été capable de le faire, tu vois. Moi, je suis pas un sportif qui fonctionne sous pression. Ah ouais? Non. C'est un peu paradoxal pour un mec qui fait de la... Ouais, mais en fait, moi, quand je vais... Est-ce que c'est parce que tu ressens pas non. T'as pas de stress, ressens pas la pression? J'ai un peu de stress, tu vois, mais genre moi déjà, j'ai une grosse phase de stress, c'est début de préparation. J'ai du mal à rentrer dans mon training camp en général, parce qu'il me faut un temps d'adaptation. Des fois, ça m'arrive de pleurer à la fin d'un training en début de camp, parce que j'arrive pas encore à m'adapter à mon sparring partner, parce que je sais pas si la stratégie elle est bonne, et c'est à ce moment-là où j'ai beaucoup de phases de doute, tu vois. Mais t'es comment aussi en off-season, en saison off? Est-ce qu'en saison off tu vraiment relâches tout, ou tu continues quand même à t'entraîner dur et tout aussi? Non, je continue à m'entraîner dur, mais c'est pas... Parce qu'il y a vraiment un changement du tout au tout à ce point-là de te faire craquer, ou... Parce que je me dis, tu t'entraînes, t'es quand même un sportif, tu t'entraînes quand même. Ouais, tu t'entraînes. Il n'y a pas autant de choses qui changent quand on te dit, ok, telle date tu combats, plutôt que. Si, là tu redoubles les efforts. Et en fait, quand t'es hors camp, toute ton équipe n'a pas forcément les yeux braqués sur toi, tu vois. Tu t'entraînes, tu demandes du conseil, ou donc c'est là que t'as la pression. Tu fais du collectif, tu fais du machin. Donc tu t'entraînes, t'es un peu libre, tu vois, entre guillemets. Et quand t'as une date qui arrive et à ce moment-là, tu dois être booké, tu dois redoubler d'efforts, là, j'ai tous mes entraîneurs qui me regardent, qui me disent « Alan, ouais, fais ci, Alan, ouais, t'as pas fait ça, Alan, non, c'est pas là, Alan, ouais, Alan, c'est bien. » Et là, c'est là où genre ça me met de la pression, tu vois, et je me dis putain, ça me fait chier, j'arrive pas à faire ce qu'ils me disent. Mais c'est marrant parce que du coup, la pression, tu te dis, c'est pas la pression de toi, réussir ou pas réussir, c'est toi la pression d'être à la hauteur de leurs attentes envers toi, tu vois. C'est normal, parce que pour moi, ça me paraît normal, parce que si eux, ils sont contents, ça veut dire que je me suis bien préparé, et ça veut dire que moi, je peux sentir que je me suis bien préparé, mais eux ils vont me dire ouais Alan, ça se trouve moi je peux me sentir ouais je me suis bien préparé, mais ça se trouve je suis dans une shape éclatée, tu vois, alors que eux ils peuvent me dire
Ah, là, on sent que t'es préparé, tu t'es mieux préparé que d'habitude, t'es bien affûté, t'as l'œil du tigre, entre guillemets, tu vois. D'accord. Et donc, moi, j'attends beaucoup de ça, et tu vois, c'est pour ça que je suis content d'être bien entouré, tu vois, d'une bonne équipe, et j'ai besoin de cette équipe-là. Mais après, c'est peut-être aussi parce que c'est un privilège, tu vois, que j'ai, c'est un luxe d'avoir une équipe qui est là et qui me guide, tu vois. Après, pour le mec qui a pas d'équipe, je pense que ça doit être compliqué, mais en même temps, comme je disais, tu peux pas réussir et aller loin sans Je suis d'accord, une mais je équipe, trouve tu quand même vois. intéressant que ce soit le premier truc que t'aies dit. T'es dit, j'ai besoin de qu'eux, ils soient là et qu'ils me disent que toi, tu peux douter de ta préparation et que t'as besoin que eux te rassurent pour Ouais. savoir que t'as fait une bonne prépa, tu vois. Ouais, ouais. Alors que je pense qu'il y a d'autres mecs qui pourraient dire, je sais qu'on me dise ou pas, je sais que j'ai fait une bonne prépa, tu vois. Parce que comme tu me l'as dit, ça se sent. Tu le sais que t'as fait une bonne prépa ou pas. Ouais, mais tu le sais que tu as fait une bonne prépa. Mais est-ce que tu as fait une bonne prépa pour le mec qui est en face de toi? Tu vois, je peux avoir, par exemple, je sais pas, je fais mon premier combat de MMA, donc le niveau, il est bas. J'ai fait une bonne préparation. Ouais, c'est bien, j'y gagne. Mais plus je monte dans le ranking, plus les gars en face de toi, ben, ils sont costauds et ils sont balèzes. Et tu peux dire, ouais, ben, en fait, je me suis bien préparé, mais t'as pas forcément redoublé d'efforts et t'as pas forcément pris plus d'XP, tu vois. Parce que t'as fait une bonne prépa, alors si t'as pas pris de XP. que ce que t'as fait au début. Ouais, mais toi, tu peux rester dans une forme comme ça tout au long de ta carrière et te dire, ben, à chaque fois, je me suis bien préparé, mais au final, c'est que de la sensation, tu vois. Et enfin, je sais pas, c'est peut-être bizarre. Ou t'as là où t'as tes entraîneurs qui font des attentes et qui font que ben ils te surélèvent ton niveau parce qu'à chaque fois ils te disent allez vas-y viens on va chercher ça allez viens et tac et là tu montes tu vois tu level up et ça des fois tu le vois pas tout seul. Enfin je sais pas du regard extérieur. Ouais, Moi, je trouve que t'as besoin d'un regard extérieur. Moi, je suis l'inverse de toi parce que moi, je me coach seul. Donc là, j'ai une compétition à la fin de la semaine. Et donc, j'y vais. Pour le coup, je suis quelqu'un. C'est aussi pour ça que je fais ce que je fais. J'essaie de partager et au maximum ce que je fais sur YouTube et avec le podcast. C'est parce que j'ai pas eu la chance d'avoir cet entourage-là, tu vois. Et donc, j'essaye d'être cette personne à travers les réseaux sociaux et parce que je peux pas prendre la main des mecs, aller chez eux et leur dire lève-toi, tu vois, va à l'entraînement, tu vois. Mais par les vidéos et par le podcast, de les inspirer à faire. À se sentir comme s'ils avaient vraiment un partenaire d'entraînement ou quelqu'un avec eux pour les motiver, tu vois. Mais j'ai pas ce besoin, du coup, en tout cas, je ressens pas. Forcément, peut-être qu'avec un entourage, ce serait sûr que je pourrais aller encore plus loin. Et j'ai même l'exemple que je m'étais entraîné avec des potes il y a pas longtemps, il y a une semaine, et effectivement, c'est eux qui m'ont poussé à me dépasser. Mais j'attends pas de leur regard pour savoir si j'ai fait une bonne prépa, oui ou non, tu vois. Ouais, mais Après, c'est différent parce que est-ce que je me bats que contre moi-même, tu vois, voilà. je me bats pas contre un mais mec. Est-ce que tes potes, pour toi, tu les trouves meilleurs que toi? Enfin, quand je dis meilleurs que toi, ça veut dire que Oui, non, mais objectivement, leur oui. niveau Ils ont un meilleur total, d'expertise, ils ont un meilleur total. Oui, leur oui. niveau d'expertise, Oui. est-ce qu'il est aussi bon Non, il est au-dessus. que le Il est tien? au-dessus. Il est au-dessus. Mais pour Donc- autant, j'attends pas leur approbation, tu vois. Je suis pas en recherche de leur approbation ou de leur validation. Là, mais donc, si eux, ils te diraient, Hugo, là, t'as fait une bête de séance, et ben, dans ta tête, ça te met encore un truc où tu te dis, ah putain, c'est bon, j'ai encore envoyé un peu plus la gauche, tu vois. Oui, j'imagine. Mais oui, non. Mais d'un autre côté, moi, j'essaye de, tu vois, qu'ils me disent que j'ai fait une bonne mauvaise séance, j'essaye que ça me touche pas trop, tu vois. Pour moi, j'ai juste fait le taf. C'est ce que je fais. L'important, c'est que le taf, il soit fait ou qu'il soit pas fait, tu vois. Que s'ils me disent que j'ai fait une bonne séance, ça va pas non plus me hyper. Parce que si ça veut dire que si ça te hype, ça veut dire que le jour où ils te disent que t'as fait un mauvais truc, ça va aussi te mettre down, tu vois. Et j'ai pas envie que quelqu'un ait ce genre d'emprise sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça a du sens ou pas? Ouais, ça a du sens, mais ça a du sens parce que tu fonctionnes de cette manière. Mais pour moi, en fait, Ouais. quand ben, j'ai pas plus ou moins, j'ai mes entraîneurs qui m'ont pas dit, ouais, ben t'as. Parce que je me dis, imagine, par exemple, cas très concret, imagine tu te prépares en même temps que Cyril. Ouais. Et vous avez le même entourage, les mêmes coachs. Forcément, j'imagine, vu lui dans sa carrière, l'attention elle va peut-être être portée plus vers lui. Et là, tu auras peut-être potentiellement moins d'attention et moins les yeux vers toi. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, tu vois? Non, pas forcément. Pas forcément. Parce que, en fait, quand on s'entraîne, tu vois, c'est mon entraîneur Lopez, il nous le dit souvent, bah, quand vous vous entraînez, je peux m'entraîner avec un gars pendant un cours collectif.
Je m'entraîne avec un gars, et le gars, au final, il est moins rapide que moi, je suis plus haut que lui. Eh ben, il faut pas que je me mette à son niveau, en fait. Moi, il faut que je m'imagine comme si c'était un mec plus balèze, et au final, eh ben, je lui mets, j'envoie. Et comme ça, en fait, moi, je m'élève, mais en même temps, j'élève l'autre. Oui. Oui, ça c'est clair. Tu vois, et moi, je trouve que c'est bien, tu vois, dans ce sens-là, de pouvoir faire monter tout le monde, tu vois. Et c'est pour ça que quand moi, je fais une prépa, un camp qui n'est pas forcément dédié pour moi, qui est par exemple dédié pour Cyril, où je suis son sparring partner, ben, l'entraîneur, certes, il est tout le temps sur Cyril, mais des fois, il vient vers moi et il me dit il faut que tu fasses ça sur Cyril, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Parce que moi, je dois me mettre dans le rôle de l'adversaire de Cyril et je dois mettre Cyril en difficulté, tu vois. Donc au final, ça m'élève aussi. Bien sûr. C'est comment d'être, du coup, de s'entraîner tout le temps avec un gars qui, potentiellement, je sais pas, vous avez le même objectif, il est dans la même caté que toi. Ouais. Est-ce que c'est, parce que je sais que vous êtes un petit peu potes aussi, est-ce que c'est une inspiration ou est-ce que parfois ça peut être un peu aussi, il y a une compétition, vous êtes en mode rivaux ou... Bizarrement, il n'y a pas du tout de rivalité. Ouais. Il n'y a pas du tout de rivalité. Après, lui, il est sur le toit du monde pour l'instant. Enfin, il reste Francis encore devant lui, mais il est numéro 1 de la catégorie. Et moi, je suis plus bas, tu vois. Je dois être dans le top, entre le top 30 et le top 20. Je sais qu'il me reste encore du chemin pour y aller, mais voilà, il est là, il m'élève. Moi, j'essaye aussi de l'élever, parce qu'il y a des trucs sur lesquels je l'aide, il y a des trucs sur lesquels il m'aide. Et en fait, on se tire vers le haut, tu vois, mais jamais dans un esprit de rivalité ou dans un esprit... Après, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Là, c'est bien, mais c'est vrai que ça pourrait être aussi l'inverse. Ça pourrait créer une frustration. Ça pourrait être la guerre, mais non, moi, je le vois pas comme ça, et je pense que lui non plus, tu vois. Ok. Du coup, j'avais une autre question pour toi. Est-ce que tu penses que, surtout dans le contexte de l'UFC, être un bon fighter, ça suffit pour percer à l'UFC? Si je te pose cette question, c'est que la question sous-entendue, c'est est-ce qu'il ne faut pas maintenant, surtout à l'heure des réseaux sociaux et tout, savoir se promouvoir aussi pour avoir les matchs qu'on veut, avoir une chance et pouvoir aussi avoir un certain levier quand tu négocies avec les mecs de l'UFC? Déjà, avec l'UFC, on négocie pas. Ah ouais? Ouais, non, dans les débuts, tu négocies. Au début, ouais. Dans les débuts, tu viens, tu fais. Je pense que tu ramasses ce qu'il y a à prendre. Voilà. Tu dis pas non, tu dis oui, let's go, tu vois. Donc là, moi, je suis dans cette position-là. Cyril, lui, il est dans une position où notre manager, Fernand, il peut négocier, il peut. Donc, tant mieux, tu vois. Mais après, le problème, en France, c'est compliqué, tu vois, tous ces leviers, le trash talk, les réseaux sociaux, tout, ouais, ça sert, tu vois. Ça sert, mais en France, t'es un trash talker, les Français, ils kiffent pas trop. On va dire t'es pas assez humble, t'es trop arrogant. Voilà, on va dire t'es trop arrogant, mais ce qu'ils comprennent pas, en fait, c'est que... Après, il y a des gens, ils sont vraiment arrogants, tu vois, faut pas se mentir. Mais on fait du sport-spectacle, tu vois, donc... on joue un rôle. On joue un rôle, malgré les performances qu'on fait, où là c'est du vrai, il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de cinéma. Mais tu joues un rôle, tu vois. Et Cyril, tu vois, il a le rôle du bon gamin, du machin. Donc ça lui colle très bien. Moi, j'ai le rôle un peu du Black Samurai, du gars qui est cool, qui est friendly, mais en même temps qui aime bien faire la guerre, tu vois, qui a sa part sombre. Mais en même temps, c'est compliqué. Moi, franchement, j'aimerais bien avoir un peu le rôle du bâtard, tu vois. Ah ouais? Ouais, parce que... ça me dérangerait pas du tout. Mais je sais que ça colle pas du tout avec l'image de la France, même si je combats aux États-Unis. Et tu vois, genre Covington, moi, je trouve que ça... Mais est-ce que ça colle aussi avec... Ça pourrait coller aussi avec ton image à toi? Parce que, donc, je regardais un petit peu... toi, dans ce que tu dégages et ce que les gens disaient aussi dans tes critiques. Donc le truc qui revient souvent, c'est ouais, en fait c'est un gentil, Alan. C'est un gentil, et justement ce que les gens te reprochent, c'est de peut-être pas avoir ce
selon eux, cet instinct de tueur, de guerrier du mec qui a du Masvidal, quoi. Le mec qui a fait des putains de combats de rue et qui vient pour tout niquer et qui a la dalle, tu vois. Ouais, mais c'est pareil, mais en même temps, tu vois, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, Masvidal, ça fait un moment qu'il est à l'UFC. Mm. Et avant son coup de genou sauté contre Ben Askren, les gens, limite, ils le connaissaient pas, tu vois. Donc, tu vois, là, il y a eu ce moment de succès-là. Et après, tac, plus ou moins, ça l'a mis au devant de la scène. Et là, il a pris le rôle du mec un peu thug, un peu... Après, il a pris le rôle, mais il est quand même allé taper Covington à la sortie d'un resto, quand même. Ouais, mais ça, parce qu'après, il y a des fois où... ça dépasse, la fiction dépasse. Voilà, il y a des conflits, genre John Jones, Cormier, c'était pas des lol, tu vois. Les mecs, ils étaient vraiment en conflit. Je pense que quand t'es en conflit, pareil avec les frères Diaz, il y a vraiment du conflit, tu vois. Mais Conor Khabib, des trucs comme ça. Ouais, je sais pas, et encore... Je crois quand il a sauté au-dessus de la cage, quand même. Quand il a tapé le bus. Oui, non, mais ça après, c'est des embrouilles, mais je pense que là, tu les recroises dans la rue, ils vont se dire bonjour, peut-être, et puis... ah ouais, quand même. Ouais, je pense pas que ça irait plus loin. Ça fait partie du sport. Et en fait, les gens, il faut qu'ils arrêtent de se dire ouais, il est trop gentil, ouais, lui, il est trop méchant. Mec, en fait, tu me connais pas déjà de base. Je fais du sport, je fais du sport. Déjà, juste respecte le fait que je sois un bon sportif et voilà, et mon parcours. Et c'est tout, en fait. Donne la force si tu veux donner de la force. Autrement, tais-toi à jamais, tu vois. Et je sais pas, les gens, en fait... moi, et en fait, limite, je m'en fous, tu vois. Mais les gens, des fois, ils passent du temps, et ça, c'est super français, ils passent du temps à venir nous déglinguer sur les réseaux en disant « Ouais, lui, il est pas ci, oui, il est pas ça. » Après, il y a 80% de gens qui nous donnent de la force, donc merci à eux. Ouais, mais c'est souvent les... Mais les haters... En fait, c'est eux qui perdent leur temps. Parce que je calcule même pas, tu vois. Tu me dis ça, mais je calcule pas. Moi, en fait, en fait, moi, je suis au courant de quand il y a des haters ou les gens qu'on dit des mauvais trucs. C'est que je regarde même pas les commentaires. Hein. C'est des potos à moi qui me disent ah ouais, t'as vu, lui, il a mis ça, tout, nanana. Mais je dis gros, mais en plus, le mec, il a genre un faux profil. Il a 500, lui, il s'est abonné à 500 personnes. Fighter 19404. Voilà, il y a peut-être une personne qui est abonnée à lui. Genre, il s'est peut-être abonné à un autre faux compte qu'il a fait. Pépé Manga, tout ça. Et il n'y a même pas de photo de profil, ou il y a une photo de profil genre en mode MMX, où je sais pas, il va mettre Fedor Emelianenko, ou il va te mettre Francis, ou il va te mettre... Oh, en fait, viens pas me casser la tête, en fait, laisse-moi en paix. J'essaye de mener ma barque, je bosse dur, puis c'est tout, en fait. Mais bon, après, c'est comme ça, de toute façon, il y en aura toujours, ça fait partie du jeu. Mais juste, ouais, moi, je les calcule pas, en fait, tu vois. Je sais que le matin, il faut que je me lève, il faut que j'aille à mon training, il faut que j'aille chercher de l'argent, et puis c'est tout. En parlant d'argent, qu'est-ce que tu penses des gros débats qu'il y a en ce moment-là sur les Fighter Pay à l'UFC? Ça commence à bouger. Francis, il a été super vocal. Ils sont en bif quasi... Enfin, ouvert avec Dana. Je sais pas si on trouve une solution. T'as Jake Paul, je sais pas si t'as vu, qui commence à y mettre du sien aussi, qui a bien attaqué Dana White sur ça. Quel œil tu as, toi, sachant que j'imagine que tu veux pas trop... Je sais pas à quel point tu veux dire ce que tu penses là-dessus ou pas. Mais... Moi, après, j'ai le droit d'avoir mon avis. Clairement... l'UFC à mon niveau, parce que c'est comme si je jouais au PSG pour les gens qui connaissent pas. C'est la plus grosse organisation de MMA, il n'y a pas au-dessus, quoi. Mais sauf que j'ai le salaire d'un gars qui joue en CFA, tu vois. Ah ouais, d'accord. Et en fait, réellement, tu as un bon salaire quand tu commences à te mettre bien, quand tu commences à rentrer dans le top 15, tu vois, 15, 10, 5, là, ouais, tu te mets bien. Et encore, c'est pas assez par rapport à d'autres sports. Mais en même temps, les autres sports, il y a beaucoup plus d'audience. Il y a beaucoup plus de gens qui connaissent le sport, tu vois. On peut dire ce qu'on veut du foot, ouais, ça brasse de l'argent, tout.
mais en même temps, ça brasse de l'argent parce que Ce qui rapporte de l'argent. parce qu'il y a des millions de gens qui regardent la télé, qui regardent du moment que tout le monde s'assoit et regarde, bah en fait, automatiquement, ça génère de l'argent. Et ça, il faut que les gens ils le comprennent. Donc, Après, c'est pas l'UFC, il y a beaucoup de gens qui s'assoient et qui regardent. Ouais, il y a beaucoup de gens qui s'assoient et qui regardent. Après, l'UFC, je suis privé. d'accord, ils s'en mettent une bonne partie dans les poches. Mais après, de toute façon, il y a 20 ans, 25 ans de ça, c'était pas... C'était limite un sport de voyous. Il y a 2 ans de ça, 1 an et demi de ça, en France, c'était pas légalisé. Donc, je pense chaque chose en son temps, tu vois. Moi, je vois les vieux de ma génération au niveau du MMA, les premiers Français, ben, ils disaient, ouais, ben, nous, je combattais, je pour le fun. Ouais, c'est pas pour le fun, mais voilà, tu touchais 6000 balles, 8000 balles, puis tu te cassais la gueule, ben, c'est pareil. Genre, je sais pas, les pelés, les machins, au foot, ils généraient pas autant d'argent, tu vois. Ouais, c'est comme ça, c'est chaque chose prendra son temps. Après, c'est à nous, plus ou moins, d'essayer d'ouvrir la voie pour les futurs sportifs, grands sportifs de notre sport. Mais tant que les top fighters, eux, ne feront pas la guerre, plus ou moins ceux qui sont le plus médiatisés, ne feront pas la guerre, c'est pas moi, Alain Bodo, qui suis classé à top 20, qui va aller dire, hey, Dana, tu veux pas augmenter la bourse? Dana, il va me dire, hey, grand, reste à Paname chez toi, dans ton petit appart, tu vas t'entraîner au MMA Factory, et puis tu iras combattre ailleurs, tu vois. Donc non, il y a des moments... En fait, il faudrait qu'il y ait une espèce d'unité qui se crée, mais si les top combattants ne créent pas cette unité, eh ben, c'est pas les combattants de mon calibre qui vont pouvoir faire bouger les choses, tu vois. Donc non, c'est bien que les Francis bon, après Jake Paul, lui, il est encore extérieur à ça, donc c'est encore différent pour lui. Mais c'est bien donc des gens extérieurs aussi s'y intéressent. Mais voilà, chaque chose en son temps. T'as aussi des fighters qui commencent à créer leur fédération concurrente à l'UFC aussi. T'as un Khabib qui fait ça. J'écoutais un podcast de Ro Jordi où justement Francis était dedans et qui disait que c'était pas exclu qu'il fasse un truc en Afrique avec Ousmane et Adesanya. Donc est-ce que peut-être ça peut mettre la pression à Dana ou... C'est dur. C'est dur. C'est dur. Parce que quand t'as une boîte qui a plus de 20 ans d'expérience devant toi, même si tu connais toutes les ficelles du game, parce que t'as été en interne en tant que sportif, t'as vu comment ça se passe, tu sais comment on organise. Mettre en place un truc comme ça, c'est un autre boulot. Il faut les fonds, tu vois. Il faut que les gens derrière, ils croient en toi, ils se disent... Ouais, putain, par exemple, Ousmane et Francis qui disent, et Adesanya qui disent on va créer une grosse ligue en Afrique. Moi, je trouve ça magnifique, en fait. Mais, est-ce qu'à eux trois, ils ont assez de blé et ils ont les couilles aussi de mettre tapis et de dire, viens, nous, on va créer ça et on met vraiment tout ce qu'on a dans nos poches pour avoir une assez grosse bourse pour pouvoir durer dans le temps. Parce que des gros événements, il y en a eu. Hein. Il y en a eu. Mais rien n'a perduré. Est-ce que ça a été rentable ? Ça, c'est encore différent. Et l'UFC, ils sont vraiment forts pour ça. C'est que c'est les seuls qui ont réussi à garder le game. Je pense qu'on peut regarder même le ONE FC qui font des scores de ouf. D'ailleurs, ils viennent de signer, je crois, un contrat avec Prime Video pour pouvoir diffuser les combats du ONE FC. Je sais même pas s'ils sont même pas endettés, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà, putain. Ouais, après... c'est quoi qui fait la différence avec l'UFC alors ? C'est quoi qui fait la différence ? C'est que déjà, t'es américain. Je t'ai dit, quand t'as 20 ans d'expérience dans le game et que tout le monde est habitué à toi et c'est pour ça, par exemple, moi, je me suis déjà posé la question, si on enlève Dana White de l'UFC, qu'est-ce que ça va faire ? Tu vois, le Boogie... Oui, parce qu'il est tout, il fait tout. En fait, l'UFC, quand tu dis UFC, Dana White. Donc je me suis déjà dit, si Dana White il s'en va, qu'est-ce qui va se passer de l'UFC, tu vois ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Ben, je sais pas, je pense qu'ils vont réussir à faire un lien et à mettre quelqu'un à côté, je sais pas, qui sera peut-être rasé comme Dana. Un pantin. Et non, pas forcément un pantin, mais un mec qui, lui, va reprendre le flambeau. Mais c'est dur, tu vois, parce que quand tu crées une marque, c'est comme si Nike, on est habitué Steve Jobs et Swatch, Apple. et tac, t'enlèves ça et Nike, ça devient une croix. Tu vas dire, frère, je m'en bats les couilles de la croix, tu vois. Ouais, c'est clair. Après, tu vois, Steve Jobs et Apple, ça a été dur, mais je pense qu'aujourd'hui, maintenant, les gens s'en foutent un peu, que ce soit Tim Cook ou quoi. Ou c'est comme Elon Musk, Tesla sans Elon Musk, quoi. Là, je pense que ce serait problématique. Ça dépend. Après, quand t'as beaucoup de gens qui sont dans le délire, qui sont affiliés, qui sont déjà habitués et qui sont convertis, c'est bon, tu vois. Ouais. Mais après, quand il faut convertir des nouvelles personnes, c'est beaucoup plus difficile, tu vois. Et donc, quand tu as 20 ans d'expérience, plusieurs fois, l'UFC, ils ont failli revendre et se casser la gueule. Juste avant la finale du TUF numéro 1 contre pas Rich Franklin, Forrest Griffin contre Stéphane Bonnard, et c'était genre le dernier événement. Oui, et sinon, c'était... Si là, il réussissait pas, c'était clé sur la porte, sous la porte, merci, au revoir, tu vois. Et tac, et là, ils ont sorti le teuf, boum, et tac, ils ont réexplosé les chiffres et c'est reparti. Mais tu vois, si t'as pas l'ingéniosité et la vision de continuer et de perdurer dans le temps, parce que sachant que tout évolue, tu vois, entre le web 2, là, on va passer avec le web 3, l'ubérisation, tous ces trucs-là. Il faut pouvoir avoir les fonds, il faut pouvoir avoir les gens, la vision pour perdurer dans le temps. Ouais, c'est clair. Très bonne transition, Alan, parce que j'ai vu que du coup maintenant l'UFC, ils avaient signé un partenariat avec Crypto.com qui parlait aussi éventuellement de payer pourquoi pas des bonus en Bitcoin. Je sais pas si tu as vu ça. C'est pas pourquoi pas. C'est pas pourquoi c'est pas. Fait déjà. C'est le public vote pour le fight of de la carte et ils peuvent gagner un pourcentage en Bitcoin. C'est ça. Donc déjà de base, on a des primes sur les combats de $50 000 qui sont de performance of the night, combat de la soirée, KO de la soirée, soumission de la soirée. Et en plus de ça, donc avec le partenariat crypto.com, ils ont décidé de mettre en place 3 bonus de $60 000, donc un bonus de $30 000, un bonus de 20 000 et un bonus de 10 000 à 3 combattants. D'accord. Qui sont payés notamment en crypto-monnaie. Et je pense que ça doit être... je sais pas après si tu choisis la crypto que tu veux ou quoi que ce soit pour être payé, mais dans tous les cas, je pense qu'ils doivent te payer avec la crypto de crypto.com. Est-ce que ça c'est un... J'ai vu aussi il y a pas mal de fighters qui commencent à lancer leur NFT. Saladin Parnasse qui a lancé le sien là, cette semaine, je crois, la semaine dernière. Je sais pas si tu as suivi ça. Si, j'ai regardé parce que je suis vachement actif dans les... J'ai vu que toi aussi tu avais fait un petit partenariat. Non, c'est pas un partenariat, je bosse pour explique un petit peu ce que c'est. Ce que j'ai vu, ils font des live streams et c'est toi qui commente un petit peu la partie MMA, c'est ça? Non, en fait, donc le projet s'appelle MetaFight. Et pour les gens qui connaissent un peu le monde des NFT et de la crypto, en comparaison, c'est Sorare. Donc c'est un jeu de cartes mais qui se passe sur le foot. Okay. C'est vraiment un très très gros jeu, d'accord, et donc MetaFight, on aimerait pas faire la même chose mais être un peu dans les mêmes configurations et avoir les mêmes ambitions et donc voilà, on met tout en place. Comment ça s'est fait ce projet alors? Tu les as rejoints en cours de route ou tu as participé à la création? Donc en fait, eux ils signaient, ils signent et on signe maintenant des combattants de MMA, donc de tout le monde et de tout niveau. Donc autant il y a des combattants UFC qui sont signés, comme autant des combattants du Bellator, des combattants de Cage Warrior et autant des combattants qui commencent seulement à devenir professionnels. Ouais. Pour pouvoir après créer des ligues et en fait chaque combattant a des NFT. Donc de niveaux de rareté différents. Donc tu as du bronze, silver, gold, et après tu auras des légendaires et des mythiques.
Et en fait, c'est pour pouvoir jouer avec ça et en fait faire se taper de NFT Donc, et de combattants. Il y a des combats un peu comme Pokémon, des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et donc, moi, à la base, ils m'ont signé donc, pour pouvoir avoir mon NFT et donc ma carte dans le jeu. Et en fait, je les ai rencontrés parce qu'ils sont venus, donc l'équipe Thomas, Julia et Mathurin, ils sont venus, et Pierre, ils sont venus à Los Angeles pour le combat de Francis contre Cyril. Et donc, je les ai rencontrés à ce moment-là et on a discuté et ils m'ont dit ouais, c'est cool. Et en fait, ils ont vu que je connaissais archi bien le monde des NFT et de la crypto parce que je m'y intéressais déjà avant. T'as déjà toujours été dans le Web3, les trucs comme ça? Ouais, là, je suis vraiment actif dessus. Et, parce que j'ai un profil entrepreneur et je kiffe et je sais que c'est le turfu, tu vois. Donc non, ouais, ça fait déjà un moment que je me suis penché là-dessus. Et donc de là, eux, ils se sont dit, pourquoi pas t'embaucher en tant que MMA advisor, sachant en plus que t'es un combattant UFC, donc t'as ta carte dans le game. Et surtout, c'est pour pouvoir faire la transition en fait entre la communauté du MMA et la communauté des NFT. En fait, je me positionne entre les deux et vu que je comprends entre guillemets les deux langages, et pour expliquer aux gens de la communauté du MMA qu'est-ce que c'est les NFT, donc pour leur expliquer ça et en même temps aux gens de la communauté NFT crypto leur expliquer qu'est-ce que c'est le MMA. D'accord, trop bien. Okay. Et du coup, est-ce que ça fait partie de ton plan un petit peu de... Alors, t'es pas du tout en fin de carrière, mais de ton après carrière de combattant? Ouais, il y a ça, il y a la bouffe aussi, donc tout ce qui est cuisine. Tu vas refaire ton épicerie fine au Japon? Non, peut-être pas l'épicerie fine, mais je pense que je vais ouvrir des restaurants, j'aimerais bien. Parce que voilà, à la base j'étais chef cuisinier, c'est là-dedans que j'ai fait mes études et je cuisine beaucoup par passion. Mais après, ouais, non... je sais très bien que la carrière d'un sportif, elle est pas éternelle. Donc non, pour l'instant, je prévois différents backups et je me dis, voilà, il faut toujours préparer demain, puisque même si ma carrière n'est pas encore finie et j'aimerais encore rester dans le game encore, je pense, 6 ou 8 ans, tu vois, de 6 à 8 ans, même voire 10 ans, parce que c'est possible. Mais ça se peut, je sais pas, je vais à l'entraînement... où là je rentre chez moi, accident de scooter et on me dit tu peux plus pratiquer ou tu peux. Donc faut bien trouver un backup et je pense que voilà il y a tout ce qui est projet Web3 et en même temps tout ce qui est projet cuisine. Super, trop cool. Un dernier point que je voudrais aborder avec toi aussi avant que je passe aux petites questions de fin que je pose à tous mes invités d'habitude, c'est une citation que j'ai vu que tu disais souvent. Tu disais que pour les fans de MMA, il suffit d'un punch pour passer de super-héros à super-zéro. Et que pour tes enfants, tu serais toujours le super-héros. Donc, tu as dit que tu avais 2 enfants et une compagne, grâce à qui on est là aujourd'hui. Donc, je la remercie. Comment tu arrives à concilier vie de famille et vie de fighter UFC? Vie de famille, c'est compliqué. C'est compliqué parce que mes enfants, ils ont 5 et 6 ans, ils grandissent. Après, je sais qu'ils sont fiers de moi, mais je suis séparé avec leur maman, donc ils habitent dans l'Est de la France, à Besançon. Moi, j'habite sur Paris, donc c'est des allers-retours. Est-ce qu'ils voient tes fights toutes les 2-3 semaines. Ils les voient pas sur le coup, parce que c'est un peu tard, mais des fois, ouais, je leur montre et ils sont au courant, ils savent quand j'ai perdu, ils savent quand j'ai gagné. Ils savent le nom de mes adversaires. Ah ouais. Ils ont pas un petit peu d'appréhension quand tu montes sur le ring? Non, je pense pas qu'ils aient de l'appréhension. Et même, tu vois, quand je ramène des combattants et je les appelle depuis l'hôtel et je leur dis là, je suis avec tel combattant, je l'emmène combattre. Tu diras force pour le combat, tout. Donc non, en fait, je fais un sport violent, tu vois, mais c'est un sport, c'est pas de la violence gratuite, c'est pas donc tu vois, il y a du respect, il y a certaines valeurs et en fait c'est des valeurs que j'apprends à mes enfants et en même temps je leur dis voilà que dans le sport c'est comme ça, certes on peut se donner des coups
Mais ça reste du sport, c'est pas de la violence gratuite. D'accord, super. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu voudrais qu'on aborde sur le thème de l'UFC qu'on n'a pas abordé? Non, pas forcément. Je pense qu'on a fait le tour. On a Après, fait un petit tour. c'est toi, suivant si tu as des questions. J'ai Y a des pas de petites souci. questions, elles sont plus orientées force athlétique, powerlifting, mais on peut adapter à l'UFC, il n'y a pas de galère. La première question, c'est quelle musique tu écoutes pour te hyper, ou alors du coup, pour toi qui es un combattant, quelle musique t'écoutes dans la salle de chauffe avant de monter sur le ring? Dans l'octogone, pardon. Franchement, j'écoute de tout. Là, tu vois, j'ai une grosse passe son un peu rétro. Des fois, j'aime bien écouter de la country. Ok. J'aime bien, là, tu vois, là, le dernier truc que j'écoute, c'est l'album de Kalash, tu vois, parce qu'il est sorti. Rien à voir là. Il y a 2 jours, rien à voir, tu vois, mais Ouais. en fait, je suis vraiment éclectique. D'accord. J'écoute de tout, tu vois. Ok, ça marche. Ton mouvement préféré entre le squat, le développé couché et le soulevé de terre? Entre le squat, le développé, le couché, le soulevé de terre, je dirais le soulevé de terre. Ok. Vous en faites en prépa? Ouais. Alors. En tradi ou en sumo? Non, traditionnel. Tradi. Ok, ça marche. Et après, il y en a qui supination, pronation, mais non, moi c'est D'accord. droit, normal. Donc, Ok, le vrai gym bro. Ok. Qu'est-ce que tu prends? Alors nous, on fait un intra-training, mais ça m'intéresse. Est-ce que vous prenez des compléments alimentaires alors, Ça se moi, passe un petit peu niveau nutrition. moi, je suis suivi, donc on a le protocole d'antidopage, donc l'USADA. Ouais. Donc, moi, je prends rien du tout. Je prends pas de complément. Tu prends pas de whey, tu prends pas Rien. créatine, oméga 3, Non, rien du tout. Parce qu'en fait, je flippe trop. Ah ouais? Ouais, je flippe trop, en fait. Mais il devrait avoir, je sais pas, l'UFC devrait vous recommander Ouais, des marques. Non, mais en tu fait, sais ils que c'est nous 100%. recommandent des marques, mais il y a Alors. beaucoup de marques américaines et il y a beaucoup de marques qui se vendent en France. Hmm. Mais je sais pas, ouais, je flippe Ah ouais? et je préfère mieux prendre naturellement ce qu'il me faut dans la Ok. gamelle en cuisinant que. Donc ça envoie que le poulet à balle, quoi. Ouais, poulet à balle. Et puis non, jusqu'ici, j'ai toujours réussi à avoir les bons apports sans forcément. Après, j'en ai déjà pris un peu des compléments alimentaires. Mais déjà, j'ai du mal à être régulier là-dessus. Donc, je sais pas si en termes d'efficacité, c'est super bon, tu vois. Genre, il y a plein de fois où je sors du training, j'ai mon checker, ouais, je suis là, je parle, je zappe et je prends pas de checker, tu vois. Et moi, je sais que j'aime bien le shaker avec du lait et tout. Tu La vois. petite boisson d'amande. Il faut une salle qui a un frigo, sinon t'es niqué. Donc, tu vois, les shakers avec l'eau, là, où c'est Ah non, dégueulasse. ça, je fais plus ça non plus. donc, J'ai mon petit lait d'avoine, tout ça. et même pas, moi, c'est les bons laits de vache. Moi. Ah ouais. Tout ce qui est lait. C'est pour ça que tout t'as ce qui est- heavyweight. Voilà, tout ce qui est lait végétal, tout. Non, Ah, c'est pas trop ok. ma tasse de thé. Et réellement, ouais, après, tu vois, j'ai pas le bête de physique. Voilà, je suis fort, mais non, moi, d'avoir un petit ventre, la petite brioche, tout. D'accord. Ça, c'est moins vendeur, mais au moins, ça me va, tu vois. Ça va. Après, voilà, il y a des gens qui préfèrent mieux se buter Hmm. à se dire, ouais, non, moi, il faut que j'ai ma whey, il faut que j'ai mes compléments, il faut que j'ai. Hmm. Ouais, ils sentent qu'ils en ont besoin, bah, Mhm. vas-y, tu vois, mais moi, je sens que j'en ai pas forcément besoin, donc je prends pas. Ça marche. Est-ce que tu as une anecdote de compétition ou de combat, du coup, un peu marrante que tu peux nous raconter Une anecdote. qui te vient en tête? C'est pas obligé. Hein, si t'en as une comme Non, ça. franchement, j'ai pas vraiment d'anecdote parce qu'en fait, chaque combat, quand tu pars en combat, c'est toujours un peu pareil, tu vois. T'arrives à l'hôtel, enfin, tu prends ton avion ou le train, suivant où c'est. T'arrives à l'hôtel, tu te poses, après, il y a la pesée, après, il y a. Ouais, voilà. Après, toi, la pesée, c'est pas une épreuve pour toi, du coup? Ouais, non, c'est pas une épreuve pour moi. Ça a été, il y a eu des Ouais. fois où ça a été une épreuve, mais non. T'as déjà c'est- dû faire des grosses water cuts? Ouais, des gros cuttings, ouais, j'en ai déjà fait quand je combattais en moins de 93 kilos. C'est quoi je le fais- plus je que t'as faisais perdu en... le plus que j'ai cut au niveau de la flotte, c'est 5 kilos, tu vois. Et encore, c'est pas beaucoup, tu vois. Ouais, quand même. Moi, j'aime bien perdre avec l'alimentation. Et, Ok, tu préfères. mais en fait, surtout que j'ai de la marge, tu vois. Mais au niveau de l'alimentation, et j'arrive à descendre. Et surtout, c'est que quand j'augmente, je suis en camp d'entraînement, donc j'augmente
ma fréquence de training. Donc automatiquement, je perds du poids. Tu vois, là, j'ai commencé... bon, après, ça fait un moment, malgré que je viens de commencer mon camp, mais ça fait un moment que je m'entraîne bien. Tu vois, d'habitude, j'avoine les 114, 115 kilos. Là, paf, je suis déjà retombé à 112 kilos, tu vois. Et je peux retomber sans rien changer dans l'alimentation. Jusqu'à 111. Non, sans rien changer dans l'alimentation. C'est juste doubler les trainings et ce qui fait qu'automatiquement, j'ai beaucoup plus de perte de calories. Et au final, j'augmente pas forcément et je réduis pas forcément ma dose, ma portion de nourriture. Donc au final, j'ai le poids qui descend tout seul, tu vois. Ok, d'accord. Super. Dis aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver du coup sur les réseaux sociaux s'ils veulent te poser des questions ou juste suivre ton parcours à l'UFC. Sur mon Instagram, donc Alan Bodo MMA, sur Twitter, Alan Bodo MMA aussi. Après, réellement, mon Twitter est plus tourné maintenant pour tout ce qui est crypto NFT. Ouais, donc t'es vraiment à fond dans les Web3. Ouais. Et mon Instagram est un peu plus tourné sur ce qui est MMA, mais après, voilà. Là, en ce moment, les réseaux, tu vois, vu que je m'intéresse beaucoup plus, tu vois, je fais mon sport, mais je m'intéresse beaucoup plus. Tu vois, je regarde moins de combats de MMA, par exemple, parce que, en fait, je fais beaucoup de recherches sur le Web3 et tous ces trucs-là. Donc, automatiquement, j'ai moins de temps pour m'intéresser à d'autres choses ou pour visionner d'autres choses. Donc, tu vois, genre, je poste plus grand-chose sur mon Insta, machin. Donc, ça va repartir parce que, là, je suis en camp. Donc, je vais reposter. Mais voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez venir me poser des questions. Je mords pas. Je mets pas de coups non plus. Sauf dans l'octogone. Voilà, donc non, ils peuvent venir sans problème. Je réponds. Et puis, même s'il n'y a pas forcément de questions, juste si c'est pour donner de la force, merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Alan. Merci, Hugo.